Imaginez ceci. Vous marchez le long de la célèbre Seine, avec la tour Eiffel scintillant contre le ciel nocturne profond. Les lampadaires diffusent une lumière dorée et la romance flotte dans l'air. C'est le Paris dont nous rêvons. La ville de l'amour, de l'élégance et du charme infini. Mais il y a un autre côté à Paris. Un côté beaucoup plus sombre que vous ne trouverez pas dans des brochures de voyage brillantes ou sur des fils Instagram. C'est un côté rempli de luttes cachées et d'histoires non racontées. Êtes-vous prêt à découvrir les véritables secrets de Paris, France? Comme les batailles silencieuses de milliers de personnes vivant dans la rue, les mains habiles des pickpockets ciblant des touristes sans méfiance et une ville aux prises avec la saleté, le crime et des problèmes urbains complexes. Il est temps de décortiquer les couches et de révéler les vérités qui rendent même les villes les plus glamour profondément compliquées. Alors, que signifie vraiment le fait que la ville lumière cache aussi des ombres si sombres? Découvrons-le. Chaque nuit à Paris, plus de 3000 personnes cherchent un abri, non pas dans des appartements chauds ou des maisons sûres, mais sous des ponts, dans des entrées ou sous les arches de bâtiments historiques. Cette crise croissante du sans-abrisme est impossible à ignorer. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre de sans-abri dans la ville a dépassé 150 000, augmentant de 3 000 personnes chaque année. Prenons Jacques, par exemple. Il y a quelques années, il dirigeait un restaurant, un emploi qui lui offrait stabilité et espoir pour l'avenir. Puis, la pandémie est arrivée. Le restaurant a fermé, les factures se sont accumulées, et finalement, Jacques a perdu son foyer. Aujourd'hui, il dort sur les marches d'une vieille église, avec seulement un mince sac de couchage pour se réchauffer. C'est un changement brutal. En marchant à travers Paris, vous trouverez des ruelles remplies de tentes de fortune et des trottoirs bondés de personnes portant leurs affaires dans des chariots de course usés. La dure réalité est inévitable. Pour trop de gens, cette ville de grandeur et d'élégance n'offre ni abri ni réconfort. Puis, il y a Tony. Sans abri depuis l'âge de 23 ans, Tony passe ses journées assis sur un banc de parc, réticent à montrer son visage, mais ouvert à partager son expérience. La vie dans la rue, dit-il, signifie une faim constante. Pourtant, même les refuges offrent peu de réconfort. Tony explique, sa voix serrée d'émotion. Les gens peuvent se retourner contre vous pour quelque chose d'aussi petit qu'une pièce de monnaie. Beaucoup luttent contre des addictions ou l'alcool, et vous n'êtes jamais vraiment en sécurité. L'histoire de Tony fait écho aux luttes de milliers de personnes à Paris. Les critiques soutiennent que la réponse du gouvernement a été insuffisante. Avec des refuges d'urgence limités et des ressources inadéquates qui ne font qu'effleurer un problème beaucoup plus profond. Les militants ont appelé à des solutions audacieuses, comme la reconversion de bâtiments inutilisés, hôpitaux abandonnés, écoles vides ou anciennes bases militaires, en logements sûrs pour ceux qui en ont besoin. Pendant ce temps, l'afflux de réfugiés et de demandeurs d'asile ajoute encore plus de pression à un système déjà débordé. Alors, comment une ville connue pour l'amour et l'élégance se réconcilie-t-elle avec cette souffrance cachée? Veuillez commenter votre opinion ci-dessous. Les expériences de Jacques et Tony ne sont qu'un aperçu des luttes plus larges et invisibles sous la surface de cette ville emblématique. Au-delà des monuments scintillants se cache une réalité sobre, celle qui révèle à quel point la vie urbaine peut être complexe et difficile. Et c'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre de ce voyage. Sous les rues animées de Paris se cache un monde secret. Un labyrinthe tentaculaire de tunnels qui s'étend sur plus de 300 km. Ces corridors ombreux portent des murmures d'un passé qui refuse d'être oublié. L'air est lourd d'humidité, et les murs en calcaire semblent pulser sous le poids de l'histoire. Ici, la lumière du soleil semble un souvenir lointain, et la ville animée au-dessus paraît presque irréelle. C'est le royaume des catacombes, un ossuaire souterrain qui abrite les restes de plus de 6 millions de personnes. C'est aussi le foyer d'une communauté clandestine connue sous le nom de cataphiles. Pour eux, les catacombes sont plus qu'un site historique. C'est un lieu de rassemblement secret, d'expression artistique et de moments de rare solitude, loin du chaos de la ville.
Mais comment ces tunnels sont-ils devenus à la fois un lieu de repos pour les morts et un refuge caché pour les vivants? Pour découvrir la réponse, nous devons remonter au XVIIIe siècle, lorsque Paris a été confronté à une crise sombre. Les cimetières surpeuplés causaient plus que de simples problèmes logistiques. Ils représentaient une menace sérieuse pour la santé publique. À l'église des Saints-Innocents, par exemple, l'odeur de décomposition polluait l'air. En 1786, les responsables de la ville ont pris la décision difficile mais nécessaire de transférer des millions de restes squelettiques vers les anciennes carrières de calcaire sous Paris, créant ce que nous appelons aujourd'hui les catacombes. Aujourd'hui, le poids de l'histoire est palpable, alors que vous naviguez dans les passages étroits et sinueux. Le silence est presque assourdissant, seulement interrompu par le goutte-à-goutte occasionnel de l'eau du plafond. Il est facile de comprendre pourquoi certains croient que les catacombes sont hantées. Les histoires abondent de personnes qui se sont aventurées trop loin dans le labyrinthe et n'ont jamais retrouvé leur chemin vers la surface. Pourtant, ces tunnels étranges ne sont pas sans vie. Profondément sous terre, des événements secrets continuent de se dérouler. Imaginez tomber sur un groupe de musiciens donnant un concert impromptu, leur musique résonnant de manière troublante contre les murs de pierre. De tels moments apportent une étrange vitalité à ces halles autrement sombres. Cependant, explorer les catacombes en dehors des zones touristiques officielles est strictement illégal. Le gouvernement français impose de sévères pénalités à ceux qui sont surpris en train de violer la loi, en particulier les récidivistes. Au-delà des risques juridiques, les catacombes elles-mêmes sont traîtresses. En 2017, une partie des tunnels s'est effondrée, soulignant les dangers physiques de s'aventurer dans ce réseau souterrain instable. Si vous avez apprécié cette plongée dans le monde caché des catacombes, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. C'est un petit geste qui fait une grande différence pour nous. Quand vous le ferez, nous continuerons à vous apporter encore plus d'histoires fascinantes sur les côtés invisibles de la vie urbaine. Avons-nous un accord? Tout comme certains cherchent refuge sous terre, d'autres font face à des défis différents au-dessus. Air pollué, logement inabordable et inégalité sociale, qui semblent aussi étouffantes que ces tunnels souterrains. C'est tôt le matin à Paris. Le soleil peine à percer une épaisse brume grisâtre, laissant la tour Eiffel enveloppée dans un flou de smog. Dans les rues animées en dessous, les gens couvrent leur visage avec des écharpes et des masques. Non pas comme une déclaration de mode, mais comme un bouclier contre le danger invisible qui les entoure. C'est l'air que respirent les Parisiens chaque jour, une menace silencieuse et invisible, projetant une ombre sur l'une des villes les plus emblématiques du monde. Pour des gens comme Élise, cet air pollué est plus qu'une simple gêne. C'est un danger quotidien. Élise, mère de 2 enfants, s'inquiète constamment pour sa jeune fille, Clara, qui souffre d'asthme. Nous ne pouvons pas simplement aller au parc comme les autres familles, explique Élise, sa voix serrée d'anxiété. Si la pollution est trop forte, Clara commence à respirer difficilement. Je me sens impuissante, comme si la ville étouffait mon enfant. C'est une peur partagée par d'innombrables parents à Paris, qui se retrouvent à planifier même les activités les plus simples en fonction des alertes sur la qualité de l'air. Les craintes d'Élise ne sont pas exagérées. Selon l'Agence de santé publique de France, la pollution de l'air contribue à la mort prématurée d'environ 2500 personnes chaque année. Mais comment en est-on arrivé là? Paris a toujours été une ville en mouvement. Les voitures encombrent les rues, les scooters zigzaguent dans la circulation et les trottoirs bourdonnent de vie. Pourtant, cette activité constante a un coût élevé. Les gaz d'échappement, les émissions industrielles et la pollution provenant des systèmes de chauffage. Paris n'ignore pas le problème. En fait, la ville a mis en œuvre des mesures audacieuses pour lutter contre cela. Lors des journées sans voiture, des quartiers entiers sont fermés aux véhicules, transformant des rues encombrées en espaces ouverts où les enfants jouent, les cyclistes circulent et les piétons se promènent librement. La ville a élargi les pistes cyclables,
promu l'utilisation de véhicules électriques et expérimenté des solutions innovantes comme les murs végétaux. Des jardins verticaux conçus pour absorber le dioxyde de carbone et purifier l'air. Mais est-ce suffisant? Des progrès sont réalisés, mais la lutte contre la pollution de l'air est loin d'être terminée. Nous faisons mieux, mais le changement est lent, dit l'activiste environnementale Marie Laurent. Nous avons besoin que tout le monde pousse pour le changement, non seulement pour la ville, mais pour les générations à venir. Les mots de Marie résonnent. Ce n'est pas seulement une bataille pour un air plus pur, c'est un combat pour de meilleures vies et un avenir plus sain. Alors que pouvons-nous faire? Soutenir les initiatives environnementales, plaider pour des politiques plus vertes et apporter de petits changements, comme conduire moins ou planter des arbres dans nos quartiers. Pourtant, les défis auxquels Paris fait face ne s'arrêtent pas à l'air. La beauté et la vitalité de la ville pourraient-elles cacher une autre crise, tout aussi urgente que l'air que nous respirons? Restez à l'écoute alors que nous explorons ce qui se cache sous la surface de cette ville enchanteresse. C'est une question importante à considérer, surtout si vous prévoyez d'explorer les sites emblématiques de la ville. Car aussi magique que Paris puisse être, il y a un jeu invisible qui se joue. Un jeu dirigé par certains des pickpockets les plus habiles au monde. Considérez le cas d'une jeune touriste coréenne. Les images de vidéosurveillance montrent qu'elle monte dans un train de métro bondé sans se rendre compte qu'elle est observée. Les pickpockets frappent avec une précision presque incroyable, un mouvement rapide et entraîné, et son portefeuille est parti avant même qu'elle ne s'en rende compte. Vous pourriez vous demander, sont-ils vraiment si expérimentés? Malheureusement, la réponse est oui. Le vol à la tire à Paris n'est pas qu'un crime occasionnel. En particulier dans des zones fréquentées par les touristes comme les gares et les grandes attractions. Ces voleurs sont incroyablement expérimentés, ciblant les portefeuilles, téléphones et sacs des visiteurs sans méfiance. Lorsque des centaines de personnes se pressent dans une voiture de métro ou se rassemblent au Louvre, les opportunités de crime sont infinies. Et il ne s'agit pas seulement de prendre des objets de valeur, il s'agit d'exploiter des gens, loin de chez eux, et incertains de leur environnement. Avec tant de sans-abri à Paris, la mendicité est devenue une profession répandue, explique un guide local. Certaines personnes se faisant passer pour des mendiants ou des arnaqueurs de rue en ont fait un moyen de gagner un revenu considérable, profitant des millions de touristes qui inondent la ville. Alors, comment pouvez-vous vous protéger? L'expert en sécurité François Leblanc partage quelques conseils. Gardez votre sac devant vous plutôt que sur votre dos lorsque vous visitez des lieux fréquentés. De cette façon, vous pouvez voir vos affaires. Restez toujours vigilant et soyez conscient de qui vous entoure. De simples mesures comme celle-ci peuvent faire une grande différence. Mais les pickpockets ne sont pas la seule menace. Des arnaques élaborées sont également tissées dans le tissu de l'urbanisme parisien, exploitant la gentillesse et la curiosité des touristes. L'une des plus notoires est l'escroquerie de la bague en or. Voici comment cela fonctionne. Un escroc fait semblant de découvrir une bague en or par terre et essaye de vous la donner pour ensuite demander une récompense une fois que vous l'acceptez. Si vous refusez, ils peuvent devenir agressifs, vous laissant mal à l'aise ou même effrayé. Une autre arnaque courante est l'escroquerie du bracelet. Dans cette arnaque, un vendeur de rue attache un bracelet autour de votre poignet, agissant comme si c'était un geste amical. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, il demande de l'argent pour cela, et refuser peut mener à une rencontre tendue ou intimidante. Puis, il y a l'escroquerie de l'assistance. Quelqu'un semble avoir besoin d'aide pour acheter un billet ou trouver une sortie. Mais tout cela est un stratagème pour vous distraire pendant qu'un complice s'approche pour vous voler. Les arnaques à Paris sont très élaborées, dit la blogueuse de voyage Maria Anders. Les gens utilisent tous les trucs possibles pour surprendre les touristes. Ces types de crimes ont un impact significatif sur l'image de Paris, affectant non seulement les voyageurs individuels, mais l'ensemble de l'industrie touristique. Chaque année, des millions de personnes visitent Paris, mais les histoires de pickpocket et d'escroquerie peuvent laisser une impression négative durable.
Les familles peuvent hésiter à laisser leurs enfants se déplacer librement, et les voyageurs deviennent trop prudents au lieu de profiter des sites et des expériences que la ville a à offrir. Pourtant, dans notre monde moderne, tous les dangers ne se cachent pas dans les rues animées. Notre prochaine histoire explore une menace qui est plus difficile à voir mais qui est tout aussi réelle. Imaginez-vous marchant à travers le marché bondé de portes de Montreuil, où Paris révèle un autre visage, brut, chaotique et vivant d'échanges secrets. L'air est un mélange de senteurs. Du pain fraîchement cuit des vendeurs se mêle à la teinte métallique de la pluie sur les pavés. Les étals regorgent de clients avides, leurs yeux cherchant les meilleures affaires. Mais si vous regardez de plus près, un monde souterrain ombragé se dévoile. Les vendeurs chuchotent rapidement alors qu'ils poussent des sacs de marques contrefaits, des montres imitations et des baskets avec des noms de marques qui semblent trop beaux pour être vrais. Paris, en tant que ville, a abandonné la lutte contre le problème des rats. Ils coexistent simplement maintenant, dit un commerçant local, établissant une comparaison entre la population de rats florissante et le commerce de contrefaçon incontrôlable. C'est un écosystème souterrain qui semble presque ingérable, tissé dans la vie quotidienne parisienne. Mais l'impact de ce marché illégal va bien plus loin que vous ne pourriez le penser. En surface, acheter un faux sac Louis Vuitton peut sembler être un moyen inoffensif de ramener chez soi un morceau de luxe sans le coût élevé. Pourtant, cette économie souterraine entraîne des conséquences significatives. Les entreprises locales ne peuvent pas rivaliser avec les bas prix des produits contrefaits, car elles perdent des clients. Les grandes marques, elles aussi, subissent d'énormes pertes financières. Et selon l'Organisation de coopération et de développement économique, les articles contrefaits représentent environ 3,3% du commerce mondial, menaçant à la fois l'innovation et la concurrence loyale. Pour beaucoup de personnes impliquées, cependant, il s'agit de plus qu'un simple profit rapide. Il s'agit de survie. Prenez Ahmed, un vendeur de rue originaire d'Afrique du Nord. « Je ne suis pas venu à Paris pour vendre des sacs à main contrefaits, dit-il, ses yeux remplis d'un mélange d'épuisement et de détermination. Je suis venu ici pour une vie meilleure, pour soutenir ma famille restée au pays. Mais sans papier ni emploi, que puis-je faire d'autre ? Vendre des marchandises sur le marché donne à Ahmed un moyen de gagner sa vie, mais c'est risqué. La peur des raids policiers et des amendes lourdes plane constamment sur lui. Sa vie est au bord du gouffre, où chaque transaction est remplie d'incertitudes. Les forces de l'ordre françaises connaissent également les enjeux. Elles ciblent régulièrement ces marchés, saisissant des millions d'euros de marchandises contrefaites chaque année. Mais c'est une chasse constante, un jeu du chat et de la souris. Des gens comme Ahmed connaissent les ruelles, les raccourcis et les itinéraires d'évasion mieux que quiconque. Ils ont appris à fuir au premier signe de problème. Pourtant, cela pousse souvent les vendeurs plus loin dans la pauvreté, au lieu de les dissuader de cette économie souterraine. Cela révèle les fractures plus larges de la société. Le chômage élevé, les difficultés d'immigration et le manque d'opportunités poussent les gens vers ces marchés illicites. Pour la ville de Paris, c'est un acte d'équilibre. Essayer de maintenir son image de capitale culturelle tout en faisant face à la pauvreté et aux luttes qui alimentent son économie souterraine. Imaginez ceci. Un voleur qui n'a pas besoin de briser une serrure ou d'atteindre votre poche pour vous voler. La cybercriminalité est exactement cela. Une menace silencieuse et invisible qui peut envahir votre vie sans jamais toucher une porte. Dans une ville numériquement connectée comme Paris, cette forme moderne de crime est tout aussi réelle et dommageable que tout ce qui se passe dans les rues. Considérez Sophie. Elle est graphiste indépendante et dépend de son ordinateur portable pour sa subsistance. Un jour, elle a reçu un email qui semblait tout à fait normal. Un message d'une prétendue banque lui demandant de confirmer certains détails. Pressée et distraite, elle a cliqué sur le lien. Cela n'a pris qu'une seconde, mais ce clic a tout changé. En quelques jours, Sophie a découvert que son compte bancaire était vidé et son identité volée. C'était un cauchemar dont je ne pouvais pas m'échapper, dit-elle.
L'histoire de Sophie n'est pas inhabituelle. Un rapport de 2021 de l'Agence européenne pour la cybersécurité a révélé que les incidents de cybercriminalité à travers l'Europe augmentent de 15% chaque année, avec des arnaques de phishing, des violations de données et des attaques par ransomware devenant de plus en plus sophistiquées. À Paris, où des millions de transactions financières et de messages personnels sont échangés en ligne chaque jour, le risque est incroyablement élevé. Ces cyberattaques ne nuisent pas seulement aux victimes individuelles. Elles affaiblissent également notre confiance dans les systèmes numériques. Les entreprises perdent des millions à cause des ransomware, les opérations gouvernementales sont perturbées, et les gens deviennent hésitants à partager leurs informations personnelles en ligne. Lorsque les gens perdent confiance dans la sécurité numérique, cela affecte non seulement la sécurité personnelle, mais aussi la croissance économique et les services publics. Cependant, Paris prend des mesures pour lutter contre ces menaces. La ville a investi massivement dans la cybersécurité, créant une task force de lutte contre la cybercriminalité qui travaille avec des entreprises technologiques et des forces de l'ordre internationales. Des campagnes de sensibilisation publique ont également été lancées, visant à aider les gens à reconnaître les tentatives de phishing et à mieux sécuriser leur vie numérique. Ces efforts commencent à faire une différence. Mais la lutte contre la cybercriminalité est loin d'être terminée. Alors, comment pouvez-vous vous protéger dans ce monde numérique? Tout d'abord, soyez prudent avec vos informations personnelles. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chacun de vos comptes et activez l'authentification à 2 facteurs chaque fois que possible. Vérifiez toujours la source des emails avant de cliquer sur des liens. Même quelque chose d'aussi simple que de garder votre logiciel à jour peut rendre plus difficile pour les cybercriminels d'exploiter des vulnérabilités. Lorsque la plupart des gens pensent à Paris, ils imaginent la grandeur de la Tour Eiffel, l'élégance des Champs-Élysées ou le charme artistique de Montmartre. Mais juste au-delà de ces sites célèbres se trouvent les banlieues. Les banlieues de Paris, des endroits qui semblent souvent à des mondes de l'image scintillante de la ville. Rencontrez Amadou, un jeune homme de 19 ans avec des rêves aussi grands que le skyline de Paris. Il veut devenir ingénieur, poussé par sa passion pour la technologie et l'innovation. Mais son chemin est semé d'obstacles. Amadou a grandi dans un appartement exigu avec sa famille, partageant une chambre avec ses 2 petits frères. Chaque jour, il passe plus d'1 heure à faire le trajet jusqu'à l'école. Étudiant dur malgré le bruit constant des disputes résonnant à travers son immeuble bondé. Parfois, on a l'impression que le monde est contre vous, dit Amadou. Mais je continue à avancer parce que je veux un avenir meilleur pour ma famille. L'histoire d'Amadou n'est pas unique. Les banlieues sont connues pour leur taux de chômage élevé, qui maintiennent des générations piégées dans un cycle de pauvreté. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, le chômage des jeunes dans certaines banlieues peut atteindre jusqu'à 40%. Les écoles ici sont souvent sous-financées et surpeuplées, rendant le succès un combat difficile pour de nombreux étudiants. Beaucoup de résidents se sentent oubliés par le reste de Paris, avec une marginalisation systémique qui limite leurs chances de prospérer. En regardant de plus près, il est clair que le succès de la ville entraîne ses propres défis, révélant une tapisserie complexe de vies humaines, toutes interconnectées dans l'histoire de Paris. Rencontrez Samira. Elle a 32 ans, possède un master en finance d'une université réputée à Paris et parle couramment 3 langues. À tous égards, elle devrait être une success story, une candidate parfaite pour des postes de haut niveau dans des entreprises. Mais après des dizaines d'entretiens et d'innombrables refus, elle a commencé à voir un schéma troublant. J'ai réalisé que ce n'était pas une question de mes qualifications, dit-elle, sa voix remplie de frustration. C'était à propos de mon nom, de mon origine. Les gens voient Samira et ils font des suppositions. L'expérience de Samira n'est pas unique. Elle reflète une réalité dure à laquelle de nombreuses minorités à Paris sont confrontées. La discrimination sur le marché du travail reste un problème sérieux.
Une étude menée en 2019 par l'Institut national de la statistique et des études économiques a révélé que les candidats portant des noms d'origine nord-africaine ou africaine avaient 25% moins de chances de recevoir un rappel par rapport aux candidats portant des noms traditionnellement français, même avec des qualifications identiques. Cette disparité va à l'encontre des valeurs fondamentales de la France de liberté, d'égalité et de fraternité, exposant les biais profonds qui continuent de façonner ou de limiter les opportunités pour les communautés minoritaires. Mais la discrimination ne se limite pas à l'emploi. Le profilage racial par les forces de l'ordre est un autre problème significatif. Un rapport de Human Rights Watch a révélé que les jeunes hommes d'origine africaine et moyen-orientale sont beaucoup plus susceptibles d'être arrêtés et fouillés par la police sans raison apparente. Cela a créé des tensions entre les communautés minoritaires et les forces de l'ordre, érodant la confiance et laissant beaucoup se sentir comme des citoyens de seconde zone dans leur propre ville. Malgré les idéaux de liberté et d'égalité de la France, la discrimination reste une réalité à Paris, dit Jean-Paul, un sociologue qui étudie l'inégalité urbaine. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour aborder à la fois les biais évidents et systémiques. Dans le cœur animé de Paris, où les cafés débordent sur les rues pavées et où le métro bourdonne de l'énergie de millions, le silence raconte souvent une histoire plus profonde que les mots. Vous pouvez le voir dans les yeux des navetteurs, chacun perdu dans son propre monde. Écouteurs dans les oreilles, les yeux fixés droit devant, à peine remarquant ceux qui les entourent. Prenez l'histoire de Monsieur Legrand. Il a 78 ans. Un ancien fonctionnaire qui a passé des décennies à partager sa vie avec sa femme dans un petit appartement dans le 11e arrondissement. Lorsqu'elle est décédée, il y a 3 ans, le foyer autrefois vivant est devenu silencieux. J'ai même promené le soir avec elle, dit-il, sa voix remplie de nostalgie. Maintenant, ces mêmes rues semblent infinies et vides. Aujourd'hui, Monsieur Legrand passe son temps à observer la vie depuis sa fenêtre, les sons de la ville lui rappelant sans cesse comment la vie continue sans lui. Un rapport de 2022 de Santé publique France a révélé que près d'un Français sur 5 a éprouvé des symptômes de dépression ou d'anxiété, mais beaucoup n'ont jamais demandé d'aide. Le mode de vie rapide de Paris ne facilite pas les choses. La pollution sonore, le flot de personnes et la pression de suivre le rythme dans une ville qui ne semble jamais se reposer peuvent aggraver le stress et l'anxiété. Il n'est pas surprenant que des monuments comme la Tour Eiffel, qui symbolisent la romance et la beauté, soient également devenus des lieux de tragédie. Depuis 1989, plus de 300 personnes y ont mis fin à leur jour. Un rappel déchirant des luttes cachées sous la surface de cette belle ville. Nous devons commencer à parler, dit Marie Dupont, une défenseure de la santé mentale. La beauté de la ville ne devrait pas couvrir sa douleur. Chaque personne ici mérite de se sentir vue et entendue. Marie a raison. Dans une ville de millions, chaque visage raconte une histoire. Cela pourrait commencer par quelque chose de simple, comme prendre des nouvelles d'un voisin ou faire du bénévolat lors d'un événement communautaire. Chaque personne que nous croisons à Paris porte une histoire. Et peut-être qu'il est temps de commencer à écouter. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.